Notre réunion ouvrir cette conférence sur les problématiques liées à la mise en œuvre de la TGC dans le secteur de l'immobilier. Vous savez que depuis 2016, la CCI est largement mobilisée pour déployer un dispositif d'accompagnement auprès des entreprises pour les préparer à la mise en œuvre de cette TGC. Donc là, jusqu'à fin septembre, on déploie des ateliers de 2 heures gratuits pour vous aider à calculer vos nouveaux prix de revient, à vous expliquer les modalités de remboursement des stocks. Donc on vous invite à regarder le programme de ces ateliers sur notre site internet. Il y en a plusieurs par semaine, donc 2 heures pour vous tous. Je vous invite également à consulter les derniers résultats de notre observatoire de l'immobilier. Donc cet observatoire, il offre une perspective sur les transactions immobilières qui ont eu lieu depuis 2014. Ces données, elles sont également publiées sur notre site internet. Et je profite de cette tribune pour remercier l'ensemble des partenaires qui ont contribué à l'élaboration de cet observatoire de l'immobilier. Donc l'ISEE, les études notariales, les agents immobiliers, les établissements bancaires de défiscalisation, toutes les entreprises du BTP. Voilà, donc un grand merci à elles. Enfin, je remercie Lionel Beauvalet, chargé de mission auprès de la direction des services fiscaux, pour sa présence une nouvelle fois ce soir et son engagement pour rendre le déploiement de cette TGC le plus fluide pour nos entreprises. Voilà. D'un point de vue pratique, cette conférence, elle est filmée et la présentation sera disponible sur notre site internet à compter de demain. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et bonne conférence. Bonsoir, merci Charles. Donc dernier rendez-vous, 7e et dernier rendez-vous, parce qu'il n'y en a pas d'autre de programmé à 7 heures, mais c'est possible que ça arrive. On va ce soir répéter on va répéter dans une large mesure ce qui a été dit l'année dernière ici même dans un premier rendez-vous de l'économie consacré à l'immobilier. Néanmoins, il y a quelques innovations, quelques novations, puisque vous le savez, à la fin de la marche à blanc, je l'ai exposé ici la semaine dernière, à la fin de la marche à blanc, nous avons procédé à quelques aménagements et la loi du pays qui porte ces aménagements a été adoptée au Congrès le 22 août et devrait être promulguée dans les jours à venir, puisqu'on va arriver à la fin de cette semaine à l'échéance du délai pour demander une deuxième délibération. Et s'il n'y a pas de deuxième délibération, normalement, ce texte devrait être promulgué dans la foulée et publié assez rapidement. Et donc, évidemment, c'est par ces évolutions que je vais commencer, pour le présenter de manière un peu statique, on va dire, et puis après, on remettra les choses en perspective et essayer de dresser un nouveau panorama tel qu'il ressort à l'issue de ces modifications dans la sphère immobilière. Autre élément d'actualité, ce matin, le gouvernement a adopté l'arrêté qui fixe la nouvelle répartition des opérations entre les taux de TGC. Alors, une nouvelle répartition qui va ressembler assez largement à celle qui existait dans l'arrêté de 2017, puisque nous avons opéré des modifications finalement assez marginales dans la répartition de ces opérations entre les différents taux. Et donc, les choses devraient être assez largement similaires à ce qu'elles étaient. Dans la sphère immobilière, il y a très peu de modifications, mais on va y revenir. Donc, pour introduire cette dernière conférence, je vais faire quelques éléments de rappel pour expliquer dans quelle mesure la TGC et l'immobilier font bon ménage, ou en tout cas meilleur ménage que ne faisaient les taxes qu'on va supprimer, et meilleur ménage en tout cas qu'avec les taxes qui vont être supprimées. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, si on regarde le coût de revient d'un immeuble, on s'aperçoit que la fiscalité cachée, c'est-à-dire les taxes à l'importation sur les matériaux qui sont mis en œuvre dans la construction et la taxe de solidarité sur les services qui frappe, comme vous le savez, les travaux de construction, on arrive à un coût de taxe dans le prix de revient d'un immeuble qui est de l'ordre de 8%. Donc c'est quand même assez, entre 8 et 10% en fonction de la structure des coûts d'une opération, ce qui est tout de même assez important. Et ce qui veut dire que lorsque l'immeuble qui supporte cette fiscalité est utilisé à des activités économiques, eh bien, il n'y a pas de neutralité. C'est un peu le principe des taxes à l'importation aujourd'hui et de la TSS. Ce sont des taxes qui ne sont pas déductibles et donc qui grèvent de manière définitive les coûts des entreprises lorsque, là, au cas particulier, elles réalisent un investissement immobilier.
De la même manière, lorsqu'il y a une consommation finale d'immeuble, c'est-à-dire lorsqu'on acquiert un logement, eh bien on sait, enfin on ne le sait pas, on le devine plutôt, puisque cette fiscalité cachée par définition n'apparaît pas de manière explicite, on a supporté une taxe de l'ordre de 8 à 10% du prix de revient de l'immeuble, ce qui est tout de même assez significatif. Dans les précédents projets de TVA, vous savez qu'il y a eu plusieurs tentatives pour mettre en place une TVA sur le territoire. Il était prévu généralement d'exonérer les opérations qui rentraient dans le champ des droits de mutation, ce qui aurait contribué à perpétuer d'une certaine manière cette situation, puisque la TVA qui n'aurait pas pu être déduite, la TGC qui n'aurait pas pu être déduite, aurait constitué un élément du prix de revient de l'immeuble, au même titre qu'aujourd'hui les taxes à l'importation et la TSS constituent cette charge. Avec un système de TVA qui, comme vous le savez, introduit la neutralité dans les relations économiques, nous avons l'opportunité de couper court à ce mécanisme-là, à cette inclusion de la fiscalité dans le prix de revient d'un immeuble, notamment lorsqu'il est affecté à une activité économique. Et donc, il faut voir là, de ce point de vue-là, une opportunité pour, d'une certaine façon, améliorer la compétitivité des entreprises lorsqu'elles font un investissement immobilier, puisque mécaniquement, ça va conduire à diminuer le coût de cet investissement immobilier par la déduction offerte par le système de la TVA. Et puis, on va pouvoir également taxer de manière plus directe les acquisitions de logements, notamment, qui constituent un poste ô combien important dans la consommation des ménages. On va pouvoir le taxer de manière apparente, puisque, à la différence des taxes qu'on va supprimer, la TVA, la TGC, apparaîtra de manière explicite. Et puis, on va pouvoir moduler. On verra que, dans le cours de cet exposé, on va pouvoir jouer avec les taux. Enfin, jouer, c'est un bien grand mot, mais on va pouvoir moduler les taux en fonction des destinations et de l'usage qui pourra être fait des logements, de manière à favoriser certaines acquisitions par rapport à d'autres. Et donc, la TVA nous offre cette opportunité-là. On a également, lorsqu'on fait cet exercice, on avait des points de vigilance. Le premier d'entre eux, c'est qu'on ne pouvait pas renchérir l'acquisition du logement, puisque évidemment, on est là dans un exercice qui, ça a été suffisamment répété, vise à maîtriser les prix, dont on sait qu'ils sont très élevés en Nouvelle-Calédonie. Et donc, on avait évidemment une obligation de résultat de ce point de vue-là, puisqu'on voyait mal comment augmenter le prix de l'acquisition du logement quand on prône une politique plus large de diminution des prix. Donc ça, c'est une contrainte assez forte. On verra qu'elle a largement conditionné les solutions qui ont été retenues. On a la possibilité donc d'éviter les rémanences de taxes et donc, comme je l'ai expliqué, le fait que des immeubles affectés à des usages économiques soient grevés d'une fiscalité cachée. On doit aussi respecter les équilibres entre les collectivités, puisque c'est vrai que quand on touche un peu à la fiscalité immobilière, eh bien, on est potentiellement en train de toucher aux droits d'enregistrement qui sont affectés et aux communes et aux provinces et au budget de répartition. Donc on a une architecture budgétaire qui nous conduit à veiller au respect de ces équilibres, et c'est ce qu'on a évidemment pris en compte. Et puis enfin, on a l'obligation de respecter l'équilibre des projets dans le temps, puisque en passant d'une situation où on n'a pas de TGC par une situation où on a une TGC à taux marginaux puis une TGC à taux plein, on a trois contextes fiscaux différents, dont certains projets qui sont conduits sur le long terme vont traverser ces trois périodes différentes. Et donc, il faut qu'on puisse s'assurer que la fiscalité ne va pas bouleverser l'équilibre économique de ces projets, puisque ça serait effectivement extrêmement dangereux pour ces projets. Donc voilà en gros ce contexte rappelé. J'en viens maintenant à ce qui a été modifié à l'issue de la marche à blanc. Deux mots pour rappeler que la marche à blanc s'est plutôt bien passée. Je l'ai rappelé ici la semaine dernière, mais j'ai plaisir à le dire. Elle s'est bien passée. Elle a été conforme aux attentes en termes de civisme fiscal et en termes de déclaration, puisqu'on a, à partir des déclarations qui ont été déposées, pu faire des simulations qui nous donnent des résultats en projection de rendement qui sont exactement dans l'objectif qu'on s'était assigné. Donc de ce point de vue-là, c'est un succès. Mais néanmoins, on a pu évaluer, et le domaine immobilier n'y a pas échappé, les points sur lesquels il était nécessaire de faire évoluer le dispositif de manière à le rendre plus en phase avec son environnement économique. Et donc c'est de ces points-là que je vais vous parler aujourd'hui. Enfin, maintenant, pardon. La première de ces modifications, elle est assez substantielle. Elle a résulté, enfin, elle est une simplification des régimes transitoires. Si vous avez suivi ce qui s'est dit ici il y a un peu plus d'un an en matière immobilière, on avait exposé qu'il y avait trois régimes qui se superposaient et qui donnaient lieu à des traitements différents
en fonction de la date à laquelle était obtenue l'autorisation d'urbanisme pour la construction d'un immeuble ou le permis de lotir pour la vente d'un terrain à bâtir. Et donc on avait cette superposition de régimes qui avait été mis en place par la loi de 2016, pour laquelle, pour les autorisations d'urbanisme délivrées pendant la marche à blanc, il était prévu une taxation de la livraison de l'immeuble ou du terrain à bâtir à taux marginal, sachant que ce dispositif, évidemment, n'ouvrait pas droit à déduction de la TGC pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'effet d'aubaine, puisque si on était taxé à taux marginal au moment de la vente, et qu'on pouvait déduire la taxe à taux plein supportée après la marche à blanc, évidemment, il y aurait eu un déséquilibre manifeste de fiscalité. Donc cette modalité-là a été retenue initialement, et elle coexistait donc avec deux autres régimes, un régime d'exonération pour les opérations qui avaient été initiées, c'est-à-dire dont le permis de construire ou le permis de lotir avait été obtenu avant la marche à blanc. Ce premier régime avait été donc reposé sur une exonération, quelle que soit la date à laquelle était vendu l'immeuble qui résultait de la construction ou le terrain à bâtir. Et donc, on avait, au-delà de la marche à blanc, un régime de croisière. Donc ça a amené à faire coexister au sein des entreprises travaillant dans l'immobilier trois types d'opérations, en définitive. Des opérations antérieures au 1er avril 2017 pour lesquelles il y avait une exonération pure et simple, des opérations initiées pendant la marche à blanc pour lesquelles il y avait une taxation au taux marginal, et des opérations initiées au-delà de la marche à blanc pour lesquelles il y avait une application des taux pleins de TGC. Et donc, ça a été dénoncé comme étant vecteur d'une grande complexité. Et comme nous sommes dans une phase de marche à blanc, les entreprises avaient droit à l'erreur, et c'est comme ça qu'on avait présenté les choses. Eh bien, on revendique également de ce côté-là du spectre un droit à l'erreur. Et de ce point de vue-là, on fait machine arrière en simplifiant tout ça et en supprimant la taxation qui était exigée au taux marginal pour les projets initiés pendant la marche à blanc. Donc voilà, en gros, cette première simplification qui est de taille et qui, j'en doute pas, suscitera quelques questions. Je tenterai d'y répondre après que j'en aurai terminé avec cet exposé. On a désormais un panorama beaucoup plus simple, d'une certaine façon. On aligne donc le régime des opérations initiées pendant la marche à blanc sur celles qui ont été initiées avant cette marche à blanc. Et donc, on aura désormais une exonération qui visera les livraisons d'immeubles qui seront réalisées en application d'un permis de construire obtenu avant le 30 septembre 2018, et peu importe que ce soit avant ou après le 1er avril 2017. Idem pour les terrains à bâtir lorsque le permis de lotir aura été obtenu après la marche à blanc. Les travaux de construction de maisons individuelles, de la même manière, sont exonérés lorsqu'ils seront réalisés en application de contrats conclus avant le 30 septembre 2018. Et évidemment, et ça ne change pas, puisque c'était une disposition expresse de la loi avant pour assurer l'équilibre, là c'est le principe même de la TVA, il n'y a pas de déduction puisque les opérations ne sont pas soumises à la taxe, alors qu'antérieurement il y avait une taxation à taux marginal et une exclusion du droit à déduction express pour rétablir cet équilibre. Donc voilà pour cette première évolution qui est la plus significative. On a également réalisé des ajustements en matière de livraison de terrain à bâtir à des primo-accédants pour lesquels initialement le texte prévoyait qu'elles n'étaient exonérées qu'à compter que pour celles d'entre elles qui intervenaient après la marche à blanc. Désormais, on a de la même manière exonéré la totalité des livraisons de terrain à bâtir pour les primo-accédants. On a également, mais ça je le cite plus pour mémoire, puisque ça concerne les travaux de construction qui ont été réalisés entre le 1er avril et le 30 septembre 2018, donc c'est quelque chose qui a vocation à être derrière nous, mais on a légalisé par cette loi les solutions doctrinales qu'on avait retenues dans la note qu'on avait publiée l'année dernière et qui visaient à prendre en considération des situations qui n'étaient pas expressément visées par la loi. On se posait notamment sur le document d'urbanisme. Or, à l'époque, on n'avait pas anticipé que la question pouvait se poser dans des endroits pour lesquels il n'y avait pas de document d'urbanisme, notamment le cas sur terre coutumière. Et donc, on avait élargi par voie doctrinale ces solutions d'exonération de travaux immobiliers dans ces configurations particulières. On avait également indiqué que ces exonérations de travaux pouvaient s'appliquer lorsque le bien n'avait pas vocation à être vendu, puisque là, on avait ciblé les livraisons d'immeubles, et quand l'immeuble n'avait pas vocation à être vendu, quand il était construit
pour un maître d'ouvrage qui le conservait pour lui, il n'y avait pas d'exonération si on s'en tenait à la rigueur du texte. Et donc, on a fait une interprétation beaucoup plus souple qui est désormais gravée dans la loi. Donc voilà en gros pour ces modifications. On a également apporté des compléments en matière de logement social. Donc en matière de logement social, je rappelle que l'économie générale du dispositif, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un taux zéro, de manière à décharger complètement de TGC la construction du logement social, qui est considéré comme un axe prioritaire. Et donc on avait basé notre régime sur l'agrément qui est obtenu au titre de l'article 284 du Code des impôts, qui vise à exonérer de droits d'enregistrement les projets qui sont reconnus comme ayant un caractère social. Et il se trouve que là, encore une fois, il peut se produire que des projets de construction de logements social soient conformes à la réglementation provinciale en la matière, sans pour autant avoir fait l'objet de cet agrément en bonne et due forme. Et donc, il y avait lieu d'élargir le bénéfice de ces mesures dans ces situations-là, ce qui a donc été fait en rajoutant ce critère de la conformité à la réglementation provinciale du logement social lorsqu'il n'y a pas d'agrément. On a également prévu un dispositif de sanction qui existe aujourd'hui en matière de TSS, mais qui n'existait pas et qui n'avait pas été transposé pour la TGC. Et donc, un oubli réparé. Le preneur des travaux de construction, par exemple le bailleur social qui aura fait construire un immeuble, lorsqu'il est déchu du caractère social en fait du projet, devra restituer la TGC demain comme il devait aujourd'hui restituer la TSS lorsque ceci arrivait. Et puis nous avons également élargi le périmètre des livraisons de biens de logement social qui est prévu par l'article 287 du Code des impôts, qui visait initialement les seuls logements en tant que tels, et il s'est trouvé qu'on a rencontré des cas dans lesquels il s'agissait en fait de lotissement, et donc ce qui était vendu, ce n'était pas des logements, mais des terrains à bâtir, et donc on a élargi par voie doctrinale pendant la marche à blanc le bénéfice de l'exonération à la livraison de terrains à bâtir, et on a donc traduit cette évolution dans la loi pour assurer la sécurité juridique des opérateurs. On a également procédé à une simplification du régime des marchands de biens, ce qu'on appelle le régime des marchands de biens, c'est-à-dire le régime des achats-reventes d'immeubles. On a fait en deux temps. Le premier temps, c'est pour les immeubles qui sont achevés depuis plus de 3 ans, qui sont normalement exonérés et qui pouvaient faire l'objet d'une option. On a supprimé l'exonération pour ces biens-là, et on a supprimé l'option de fait, et donc on s'oriente vers une taxation de plein droit. Et cette taxation de plein droit permet aux opérateurs qui achètent pour les revendre des immeubles de ne pas avoir à se préoccuper au moment où ils l'achètent de l'identité et du statut de celui à qui ils vont le revendre, puisque c'était ça en fait qui déterminait l'exercice de l'option. Et il y avait une zone d'incertitude, puisque tant qu'on ne savait pas si on allait opter, et tant qu'on ne connaissait pas le statut de l'acquéreur potentiel, eh bien, on ne savait pas ce qu'on pouvait faire de ces droits à déduction. Je prends un exemple, un marchand de biens qui achète un immeuble, qui le rénove, et qui le revend in fine à une entreprise qui a vocation à l'affecter à un usage ou rendre droit à déduction, eh bien, il y aurait eu une option dans ce cas-là, mais les travaux de rénovation qui pouvaient avoir été initiés dès l'achat du bien pouvaient ne pas avoir ouvert droit à déduction puisqu'on ne connaissait pas la destination de l'immeuble. Et donc désormais, en taxant de plein droit ce genre d'opération, on sait que le marchand de biens peut déduire la TGC qu'il a supportée sur les travaux de rénovation dès l'acquisition du bien. On a également exclu de ce régime, puisqu'il avait vocation à s'y appliquer, ce n'était pas nécessairement la volonté originelle, mais les textes étaient ainsi rédigés que ça pouvait arriver. On a exclu les terrains à bâtir de ce régime particulier qui conduit à taxer sur la marge, puisqu'effectivement, pour les terrains à bâtir, il est extraordinairement difficile de déterminer une marge, contrairement à un immeuble bâti. Et donc, on a modifié et exclu en fait les terrains à bâtir de ce régime de taxation spécifique lorsqu'il y a un engagement de revendre. Donc, les terrains à bâtir ne sont plus concernés et seuls les immeubles bâtis le sont désormais. On a également procédé à une évolution assez substantielle en matière de location. Cette évolution, c'est la suppression de l'exonération pour les locations nues à usage professionnel,
qui s'est avéré être extraordinairement difficile à gérer, manifestement, si on en croit ce qui nous est remonté, pour plusieurs raisons. Déjà, c'est compliqué de gérer un portefeuille d'immeubles avec un statut, avec plusieurs immeubles ayant des statuts différents au regard de la TGC, sachant que certains immeubles peuvent avoir fait l'objet d'options, d'autres non. Mais c'est également difficile de gérer la succession des baux pour un même immeuble, puisqu'on peut très bien imaginer qu'un locataire pourra avoir intérêt à une option quand l'autre pourrait ne pas y avoir intérêt. Et de fait, ça pourrait générer, ce changement de statut, des régularisations en chaîne, ce qui n'est effectivement pas très pratique. Et donc, en lieu et place de cette exonération et de l'option qu'on avait proposée, on a désormais une taxation de plein droit pour les immeubles, les locations d'immeubles à usage professionnel, donc nus ou aménagés, puisque pour les locations aménagées, c'était d'ores et déjà le cas. On a maintenu, en revanche, la location immobilière, l'exonération sur les locations immobilières meublées. Vous savez que la location à usage d'habitation est par principe exonérée, sans faculté d'option, mais il était possible de sortir de cette situation, notamment pour lutter contre la concurrence que peuvent faire les plateformes de location en ligne au secteur hôtelier traditionnel, qui s'en plaint. Et donc l'idée avait été évoquée un temps de faire une taxation des locations meublées. Il s'avérait que c'était quelque chose d'assez complexe à mettre en œuvre, puisque la location pouvait être occasionnelle. Et puis l'administration n'est pas nécessairement en mesure de connaître les locations de cette nature. Et donc, nous recherchons d'autres alternatives qui permettraient de reconstituer en fait les conditions de la concurrence vis-à-vis de l'hôtellerie classique. Et de ce point de vue-là, il y a quelques pistes intéressantes à explorer du côté de ce qui se passe en métropole, puisque aujourd'hui, il y a des contrats passés avec les plateformes de location en ligne qui permettent d'appréhender et de connaître les loueurs et de percevoir pour le compte de l'administration des taxes spécifiques, des taxes de séjour ou d'autres taxes de cette nature qui permettront de viser de manière spécifique les locations occasionnelles de locations meublées qui peuvent faire concurrence à l'hôtellerie traditionnelle. Les évolutions en matière de taux. Alors, les évolutions en matière de taux, c'est plutôt une non-évolution qui crée l'événement, puisque le taux spécifique dont la survie au-delà d'un marché à blanc était largement en cause. On a eu des débats sur la structure des taux. Certains considéraient, à raison d'ailleurs, que 4 taux, c'est un schéma assez compliqué. Donc si un taux avait dû faire les frais de cette simplification de la structure, ça aurait assurément été celui qui s'applique en matière immobilière, donc c'était le taux spécifique. Bon, il se trouve que finalement, le choix a été pris de conserver ce taux. C'était un des enjeux de cette marche à blanc, et donc ça a été confirmé par la délibération qui a été adoptée le 22 août, la délibération numéro 343, qui maintient donc ce taux. Ce taux, on l'avait déjà abordé ici, c'est un taux qui permet l'équilibre dans les livraisons d'immeubles, compte tenu de ce que j'ai expliqué en introduction, à savoir qu'il y a aujourd'hui des taxes cachées dans le prix de revient d'un immeuble. Mais si on taxe cet immeuble à 11%, eh bien, on va avoir mécaniquement une augmentation du coût de la fiscalité sur la livraison d'immeubles. Et donc, le taux de 6% permet, à l'inverse, d'accéder à un équilibre par rapport à la situation actuelle. Et donc, c'est pour ça, initialement, que ce taux avait été créé. Et puis, il a connu une bonne fortune, puisqu'il s'est trouvé étendu à tous les services, alors qu'il n'était pas initialement prévu pour s'y appliquer. Et donc, après avoir été sur la sellette, le voilà pérennisé et maintenu pour l'immobilier et pour les services également. Ce taux est également le taux qui permet d'assurer l'équilibre pour les projets en cours, puisque, comme je l'indiquais, ces projets vont déboucher sur des livraisons qui vont être exonérées, et donc il n'y aura pas de déduction possible de la taxe au-delà du 30 septembre. Mais au-delà du 30 septembre, avec ce taux spécifique qui est fixé à 6%, le montant de la fiscalité sera à peu près le même que celui qui était antérieurement, qui résultait de l'application de la TSS et des taxes à l'importation sur les matériaux. Et donc, de ce point de vue-là, c'est aussi un taux qui permet d'assurer l'équilibre des projets en cours, lorsque, au-delà du 30 septembre 2018, il va y avoir une facturation de la TGC à taux plein en lieu et place de la TSS. On a
néanmoins opéré une petite modification. C'est la suppression du taux réduit qui était prévu pour s'appliquer dans les travaux de rénovation dans les logements, pour les travaux de rénovation dans les logements. À ceci, une raison assez simple, c'est qu'en fait, cette disposition avait été introduite initialement dans un contexte où il n'était pas question encore de mettre en place un taux spécifique et où il était prévu que les services soient de manière générale à 11%. Et là, effectivement, c'est un secteur assez sensible. Il y aurait eu deux risques. Le premier, c'est un risque inflationniste sur un poste important de dépenses. Le deuxième risque, ça aurait été celui qu'on a constaté en métropole lorsque on est à l'inverse passé au taux réduit. On a vu que beaucoup d'artisans qui travaillaient dans une économie un peu informelle sont revenus dans le circuit plus formel grâce au taux réduit. Et c'est un des rares cas d'ailleurs dans lequel le taux réduit a fait la preuve de son efficacité, donc c'est à souligner. Et donc avec un taux spécifique, ces craintes-là n'avaient pas du tout lieu d'être, et de fait, on a tiré les conséquences de la pérennisation du taux spécifique pour supprimer ce taux réduit, et par là même, on a simplifié la vie des opérateurs, puisqu'il aurait été un peu complexe pour les opérateurs de déterminer le taux en fonction de la nature du preneur. C'est dans un logement, c'est les travaux de construction. La ligne de partage aurait été complexe à tracer, et c'est suffisamment complexe comme ça pour se garder d'en rajouter une couche supplémentaire. Donc voilà en gros pour les évolutions en matière immobilière. Donc on voit qu'il n'y a pas de modification de la structure même de l'économie générale de la TGC appliquée à l'immobilier. Il y a plus quelques ajustements par petites touches qui nous donnent désormais un panorama sur lequel on va reprendre un peu de hauteur de vue, enfin en tout cas on va essayer, pour voir ce que ça va donner comme résultat de manière globale. Donc ce panorama, il passe, on va décliner là le schéma de raisonnement classique en matière de TVA, les opérations imposables, les exonérations, le taux, l'assiette, la base d'imposition et le fait générateur et l'exigibilité. Et donc on a, pour commencer par les opérations imposables, le schéma suivant. Donc on est en matière immobilière comme dans le droit commun en fait, sont imposables à la TGC les livraisons qui sont le fait d'un assujetti qui agit en tant que tel et qui sont réalisées à titre onéreux. Donc on va viser les livraisons d'immeubles bâtis ou non, donc ça veut dire les livraisons de terrain ou les livraisons de construction. On va viser également quelque chose qui est assimilé à l'immeuble sur lequel cela porte. Ce sont des droits. Ces droits, ce sont les parts qui sont assimilées aux immeubles. Donc, ce sont en gros les parts de société civile d'attribution pour l'essentiel. Ce sont des parts dont la détention assure en droit ou en fait la jouissance ou la détention d'un immeuble. On va également taxer les travaux immobiliers qui, par détermination de la loi, constituent des prestations de services. Pardon, on va y revenir dans un instant. Et puis, on va également taxer les locations d'immeubles qui constituent donc une activité économique. Et notamment dans la définition de l'activité économique, il y a cette illustration qui est l'exploitation d'un bien corporel en vue d'en tirer des recettes, ou d'en tirer avec un S, c'est très beau, des recettes ayant un caractère de permanence. Donc c'est là la définition un peu savante de ce qu'on appelle la location, bêtement. Donc voilà, en gros, le panorama des opérations imposables. Donc encore une fois, en matière de TVA, il ne suffit pas d'être imposable pour être imposé, puisqu'il y a de nombreuses exonérations. On va y revenir, mais en tout cas, il faut retenir qu'on s'inscrit dans le cadre général de l'impôt, qu'à partir du moment où on a affaire à des opérations de ce type qui sont le fait d'un assujetti agissant en tant que tel, eh bien, on est en présence d'opérations imposables. Je fais un petit focus sur les travaux immobiliers, puisque c'est une notion assez spécifique en matière de TVA. Donc, comme je le rappelais, c'est par détermination de la loi qu'on qualifie ces opérations de prestation de services. Pourquoi on fait ça, en fait? Parce que, en définitive, on pourrait, comme on le fait dans d'autres domaines, dans d'autres secteurs d'activité, considérer que il y a à la fois dans cette opération de travaux immobiliers la livraison de biens. Un maçon, il va livrer des parpaings, le cas échéant, et il va les monter. Donc il y a à la fois du matériel, des biens, et une dimension de service. L'enjeu est important puisque si sous d'autres latitudes, les taux sont assez similaires et que c'est seulement les règles d'exigibilité, de fait générateur qui peuvent différer, ici on a un enjeu qui est particulièrement important, qui est celui du taux. Ce que je vous ai rappelé, en matière de taux, le service va être soumis
de manière générale, à 6%, là où les biens, et notamment les matériaux qui peuvent être mis en œuvre dans des travaux immobiliers, sont, eux, soumis à 11 ou à 22%. Et donc, on voit bien qu'il y a un enjeu assez essentiel de détermination et de qualification de l'opération, puisque on va avoir un taux de 11 et 22% sur le bien et une prestation d'installation ou de montage ou que sais-je. Ou alors, on va avoir une opération unique, composée de différents éléments, une opération complexe de travaux immobiliers, qui va être soumis pour le tout à 6%. Et donc, on voit là qu'il y a un enjeu assez significatif. Donc, si on s'attache à la définition de cette notion, on peut retenir, on va prendre des exemples après, mais on peut retenir la définition suivante. Ce sont des opérations qui concourent à l'édification d'un bâtiment, qui visent à la fois la construction et les équipements généraux qui l'accompagnent. Donc tout ça, c'est assez nébuleux. On va revenir sur les exemples. Mais on a un élément nouveau dans le paysage depuis peu, qui est une jurisprudence du Conseil d'État, qui a été rendue sur le périmètre de cette notion de travaux immobiliers, dans un contexte ultramarin, mais qui ne nous concerne pas directement. Mais en tout état de cause, c'est mieux de se référer à des notions dont le contenu juridique est déjà largement établi par des juridictions. Et de ce point de vue-là, je pense que les travaux immobiliers, c'est intéressant de se caler sur la définition qui est donnée par le Conseil d'État. Et donc, on a, à travers cette décision, vu exclure la réalisation d'installations particulières répondant à une utilisation spécifique du bâtiment édifié. Donc là, de quoi s'agissait-il? Il s'agissait de l'installation de panneaux photovoltaïques sur des toits de supermarchés. Et l'administration avait considéré qu'il s'agissait de travaux immobiliers, mais dans un contexte particulier qui est celui de la Martinique, je crois, dans lequel il y a un régime qu'on appelle la TVA NPR, donc non perçue récupérable. Et donc l'enjeu pour l'administration, c'est de considérer que c'était une seule et même opération, sans quoi les panneaux auraient été exonérés et seule la pose aurait été taxée au taux des services. Et donc, en considérant qu'il y avait des travaux immobiliers, l'administration entendait taxer la totalité comme étant une prestation de travaux immobiliers. Et là, le Conseil d'État nous a expliqué qu'il ne pouvait pas y avoir de travaux immobiliers au cas particulier, puisque ces panneaux photovoltaïques étaient installés a posteriori, après la construction, et qui poursuivaient un usage spécifique qui était la production d'énergie pour la revente sur le réseau de distribution, et qui n'était pas en lien direct avec l'utilisation de l'immeuble en définitive. Et donc ce critère-là doit être introduit pour la définition qu'on va donner des travaux immobiliers. Ça ne devrait pas emporter énormément de difficultés, sachant qu'on le verra sur le territoire, et ça c'est prévu depuis l'origine, et l'importation et l'installation de panneaux photovoltaïques sont des opérations qui sont éligibles à taux réduit, et donc de fait on aura quand même, on ne doit pas appliquer la notion de travaux immobiliers à ces opérations-là. On aura un résultat qui de toute manière sera meilleur, puisqu'on aura un taux réduit sur les deux aspects, et matériel et service. Qu'est-ce qu'on a donc dans cette définition? Pour parler plus concrètement, on a ce qu'on appelle les travaux de construction immobilière, et donc on a dans ce registre-là des choses assez larges qui vont des travaux publics, avec la construction de ponts, de routes, et tous les ouvrages d'art sont des travaux immobiliers. Et donc ce qu'il faut comprendre là, c'est que quand il y a des marchés de cette nature, eh bien, on a affaire à un marché de services et non pas un marché de fourniture, en tout cas du point de vue de la réglementation TGC, avec ce que ça comporte comme implication en matière de taux. Et puis on a également les travaux de construction de tous les différents corps de métier qui interviennent dans la construction d'un immeuble. Et donc ça passe du terrassement aux gros œuvres, la maçonnerie, et on peut imaginer encore tout ce qui peut être fourni dans le cadre de la construction d'un immeuble. On a également les travaux d'équipement de ces immeubles, qui consistent dans l'installation d'un équipement qui perd son caractère mobilier. Alors là, il y a deux préoccupations qui viennent immédiatement à l'esprit quand on pense à la perte de ce caractère mobilier. La première chose à laquelle on passe, c'est les cuisines, et la deuxième, ce sont les climatiseurs. Et donc, en matière de cuisine, il y a une doctrine qui existe en France et qui nous semble être assez cohérente de dupliquer sur le territoire. C'est qu'à partir du moment où les éléments, comme ils peuvent être détachés les uns des autres, à partir du moment où ils s'insèrent dans un ensemble général, il est admis que ça constitue des travaux immobiliers et que donc on peut appliquer le taux spécifique.
Évidemment, si vous êtes un bricoleur émérite et que vous allez acheter les éléments de cuisine séparés pour les installer chez vous le dimanche, vous aurez à acquitter une TVA, une TGC de 22%. Et donc, ça peut être un encouragement utile à recourir à un artisan poseur pour procéder à l'installation. De la même manière, pour les installations de climatiseurs, la question peut être posée de savoir si le climatiseur perd ou pas son caractère mobilier, puisque le critère jurisprudentiel, c'est de savoir s'il y a une dégradation ou pas du bâtiment une fois qu'on a retiré le bien qu'on y a installé. Et donc là, les considérations les plus diverses s'imposent. Est-ce qu'il y a un trou dans le mur après qu'on a retiré le climatiseur ou pas? Parce que si on attente à l'intégrité de l'immeuble, effectivement, il y aura une perte du caractère mobilier, et à ce moment-là, travail immobilier et taux spécifique. Donc tout ça n'est pas encore clairement défini, mais le sera à très court terme dans une note qui va être publiée, qui consistera à mettre à jour la note qui est aujourd'hui sur le site de la DSF, mais qui est nécessairement devenue obsolète à raison de toutes les évolutions que j'ai mentionnées au préalable. Et qui aura, cette note, vocation à également intégrer la définition des travaux immobiliers de manière à ce que chacun sache quel taux appliquer à ces opérations. Une fois qu'on a parlé des opérations imposables, reste à déterminer celles qui vont être effectivement taxées. Et celles qui vont être effectivement taxées, celles qui ne sont pas exonérées. Et donc, en matière immobilière, je vous l'ai dit, il y a un panel d'exonérations assez large. Certaines exonérations sont des exonérations générales. C'est le cas de celles qui sont indiquées ici. Donc, les livraisons d'immeubles bâtis achevés depuis plus de 3 ans, et pour lesquelles on a néanmoins une option possible. J'avais exposé les mérites de cette option, notamment quand l'immeuble est dans le délai de régularisation, qui pour les immeubles dure 20 ans, et qu'il est cédé à un opérateur qui peut déduire la taxe. Cette option présente une bonne garantie de neutralité de l'impôt, puisque, à défaut d'option, la TGC déduite antérieurement doit être régularisée et constitue une charge augmentative du prix. Et donc, dans cette hypothèse-là, effectivement, l'option est plutôt intéressante. Pour les marchands de biens, je l'avais déjà indiqué, la taxation est de plein droit. Et donc, cette exonération ne concerne pas les immeubles achevés depuis 3 ans lorsqu'ils sont vendus par des marchands de biens et qui rentrent dans le régime de la marge. L'exonération est également acquise pour les livraisons de terrains qui ne sont pas des terrains à bâtir, ce qui nous donne en creux, puisque on peut procéder que de cette manière-là, les éléments suivants donc, sont taxés de plein droit. Les livraisons d'immeubles bâtis qui sont achevés depuis moins de 3 ans, mais également les VFA, puisque nécessairement les VFA portent sur un immeuble à construire et qui n'est pas achevé depuis plus de 3 ans par définition, et les terrains à bâtir, ou les cessions de droits assimilées à ces immeubles. Je renvoie là à ce que j'indiquais tout à l'heure pour les sociétés civiles d'attribution. Lorsqu'elles sont réalisées, ces opérations, par un assujetti agissant en tant que tel, encore une fois. Donc là, on va retrouver les professions traditionnelles de l'immobilier, à commencer par les aménageurs, les lotisseurs, les promoteurs, les marchands de biens. Et puis, j'aurais dû rajouter également, quoique là, non, c'est pas cet endroit-là. Donc, c'est essentiellement ces opérateurs-là qui ont vocation à réaliser ces opérations-là, livraison d'immeubles bâtis et livraison de terrains à bâtir. Donc voilà en gros ce qui est taxé de plein droit, et ça c'est sous réserve que des exonérations spécifiques s'appliquent. Et ces exonérations spécifiques, d'autres exonérations que les exonérations générales que je viens d'évoquer, elles sont de 2 natures. La première, je l'ai déjà évoquée, mais je le répète, ce sont celles qui sont applicables en matière à raison des régimes transitoires, dont j'ai indiqué tout à l'heure qu'ils avaient été largement remaniés. Et donc, on va viser là les livraisons d'immeubles bâtis achevés depuis moins de 3 ans lorsqu'ils ont été édifiés en application d'un permis de construire obtenu avant la fin de la marche à blanc. Donc, quelle que soit la date à laquelle cet immeuble va être vendu, le seul fait qu'il ait fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme avant la fin de la marche à blanc justifiera son exonération, alors même que la livraison interviendrait dans 1 an et demi ou dans 2 ans, parce que des fois, les constructions peuvent être assez longues. Idem pour les livraisons de terrains à bâtir. Et idem pour les travaux de construction de maisons individuelles. Et donc, on va se retrouver dans une situation où ces opérations ne vont pas ouvrir droit à déduction. Je rappelle que c'est d'ores et déjà le cas lorsque certaines d'entre elles étaient soumises au taux marginal. Ce qui implique pour les opérateurs concernés de déterminer leur droit à déduction de la manière suivante.
quand ils vont réaliser à la fois des opérations de cette nature et des opérations qui vont être taxées à taux plein, eh bien, il faudra déterminer, de préférence en affectant les dépenses, ce qui est plutôt assez cohérent quand on parle d'opération immobilière, puisque une opération immobilière, généralement, elle est assez facile à identifier dans les charges d'une entreprise. Donc, il y aura des projets qui ouvrent droit à déduction, d'autres projets qui n'ouvrent pas droit à déduction. Ça impliquera donc d'affecter les dépenses autant qu'il est possible à l'une ou à l'autre catégorie de ces opérations, sachant que celles qui sont affectées à des opérations en réduction mais pourront faire l'objet d'une déduction et inversement. Et pour les dépenses qui auront un caractère mixte, qui seront nécessaires pour la réalisation de ces deux types d'opérations, eh bien, il faudra déterminer une proportion de déduction et qui devrait être appliquée pour ces dépenses en particulier. Ça, ce sont des modalités qui ont vocation à s'effacer dans le temps, puisque nécessairement le stock d'opérations exonérées à raison des régimes transitoires a vocation à s'épuiser au fur et à mesure que ces immeubles auront été commercialisés ou ces terrains vendus. Mais c'est vrai qu'il y a des opérations qui parfois, notamment certains lotissements dont on m'a parlé, qui peuvent être commercialisés sur de longues périodes, ce qui obligera un suivi un peu complexe de ces opérations. Mais encore une fois, l'idée là, c'était d'assurer la neutralité de l'application de la fiscalité dans le temps. Et il n'y avait pas d'autre moyen pour y parvenir que de procéder de la sorte. Sachant que l'équilibre économique de ces opérations, comme j'indiquais tout à l'heure, va être assuré par le taux spécifique applicable aux prestations de construction ou d'aménagement sur les immeubles et sur les terrains à bâtir qui vont être facturés après la marche à blanc, donc à compter du 1er octobre. Autre gisement d'exonération en matière immobilière, c'est le logement social. Je vous indiquais que la philosophie du dispositif, c'était de créer les conditions d'une taxation à taux zéro du logement social, de manière à le rendre le moins cher possible, ou en tout cas, s'il est cher, ça ne sera pas la faute de la fiscalité. Donc là-dessus, on a effectivement une exonération des livraisons et des terrains à bâtir et d'immeubles qui sont consentis aux bénéficiaires d'un agrément, ou à celui qui, c'est le deuxième point, prend des travaux pour un projet qui est conforme à la réglementation provinciale en matière de logement social. Et on a également les livraisons d'immeubles neufs à caractère social, mais également de terrains à bâtir. C'est la modification qu'on a évoquée tout à l'heure, lorsque on a des programmes d'accession sociale à la propriété. Donc, ce n'est pas la majorité des cas, mais donc les deux plus gros blocs, c'est l'exonération en amont d'un projet lorsque un promoteur social acquiert un terrain pour bâtir ou acquiert un immeuble pour le démolir et bâtir ou le rénover et en faire un logement social après une grande réhabilitation. Donc, tout ça bénéficie d'exonération de TGC, y compris les travaux de construction ou de réhabilitation qui succèdent à ces opérations. En matière de défiscalisation de logements sociaux, un petit rappel. On a là également un mécanisme d'exonération à tous les stades de l'opération. Donc ça démarre avec la livraison que l'opérateur agréé peut faire au profit d'une structure de portage métropolitaine, puisqu'on est là dans le cas de montage faisant intervenir des porteurs de fonds métropolitains. On exonère également, lorsque le bailleur social ou le promoteur social se charge de la maîtrise d'ouvrage déléguée pour le compte du porteur de projet, les opérations de maîtrise d'ouvrage déléguée. On exonère également les travaux immobiliers de viabilisation ou de construction de l'habitat social. On exonère enfin la rétrocession qui est opérée entre les mains du bailleur social à la fin de la durée de portage par la structure montée pour l'occasion. Et puis, pendant cette durée de portage, on exonère également le crédit bail qui est mis en place entre la structure de portage et le bailleur social pendant cette durée-là. Sont également exonérés, on l'a déjà évoqué, les livraisons de terrain à bâtir pour les primo-accessions. Donc, quand vous achetez un terrain à bâtir et que vous prenez l'engagement d'y construire votre premier logement, eh bien, vous ne paierez pas de TGC sur ces opérations. Et puis, on a des exonérations qui sont plus localisées. C'est le cas notamment dans les zones d'aménagement concerté ou dans des
des zones spécifiques qui ont fait l'objet d'une convention avec une personne publique. Là, on a affaire à des aménageurs publics qui, dans le cadre de ces périmètres géographiques, bénéficient d'une exonération sur les livraisons de terrains à bâtir qu'ils vont réaliser à la fin de l'aménagement. On a également une exonération plus générale encore qui a vocation à s'appliquer dans les zones de développement prioritaire. Vous savez, cet outil de rééquilibrage entre le nord et le sud, en gros. Donc, dans ces zones-là, les livraisons de terrains à bâtir et les livraisons d'immeubles bâtis seront exonérées en raison de leur localisation. Et puis, pour éviter des portages de trésorerie par les opérateurs qui se livrent à ces deux types d'opérations, on exonère également en amont les opérations qui leur sont facturées pour réaliser ces opérations-là. J'en viens maintenant au taux applicable. Donc, on l'a vu, le taux spécifique constitue d'une certaine manière le taux de droit commun en matière immobilière, puisque c'est celui qui va viser à la fois les livraisons de biens immobiliers soumis à la TGC, qu'il s'agisse d'immeubles bâtis achevés depuis moins de 3 ans, d'immeubles bâtis taxés sur option, donc au-delà de 3 ans, ou d'immeubles bâtis cédés par les marchands de biens avec une taxation sur la marge. Mais c'est également le cas des livraisons de terrains à bâtir. Là, encore une fois, c'est le principe, c'est le droit commun, mais évidemment, chaque principe en matière de fiscalité souffre d'un certain nombre d'exceptions, et on va voir après ce que sont ces exceptions. Mais c'est également le taux de droit commun pour les travaux immobiliers, puisque je vous indiquais que s'agissant de prestations de services, ils ont vocation à être taxés au taux spécifique qui s'applique à toutes les prestations de services, à l'exception de certaines d'entre elles. Et donc, évidemment, quand on n'aura pas de qualification de prestation de service, on aura le taux du bien, il y aura une livraison de biens et une prestation de pose qui sera, elle, éligible à taux spécifique. Qu'est-ce qu'on va viser ici? De manière peut-être pas exhaustive, mais en tout cas principalement, on va viser les travaux de construction en amont d'une livraison, donc dans le cas d'une promotion immobilière. On va viser également les travaux de construction qui ne font pas l'objet d'une revente à l'issue, mais pour un maître d'ouvrage. On va viser également les travaux de construction de maisons individuelles et les travaux de rénovation des immeubles, puisque j'indiquais tout à l'heure que le taux réduit qui avait été initialement introduit a été supprimé, puisque jugé inutile dans le contexte de la généralisation du taux spécifique de 6%. Sont également éligibles au taux réduit les primo-accessions. Donc, j'ai évoqué tout à l'heure l'exonération de l'acquisition du terrain à bâtir. Néanmoins, cette exonération est couplée avec une application du taux réduit. Cette application du taux réduit vise 2 types d'opérations. Donc, la livraison de l'immeuble bâti neuf en primo-accession. Donc là, c'est la totalité de l'immeuble vendu à un primo-accédant qui est éligible au taux réduit. J'avais évoqué ici même l'année dernière une possibilité de restriction de cet avantage fiscal lié à un seuil d'achat. Ça n'a pas encore été introduit. Je pense que ça le sera en matière de droit d'enregistrement, puisqu'en définitive, on se cale sur la définition qui est donnée en matière de droit d'enregistrement pour asseoir notre taux réduit. Et donc, l'un entraînera la modification du périmètre de l'autre nécessairement. On va viser également les travaux de construction de maisons individuelles sur un terrain à bâtir. Donc là, on a un levier assez important de modération des prix, puisque dans cette configuration-là, on a le cumul d'une exonération sur l'acquisition du terrain à bâtir, qui en fait est un taux zéro même, on va y revenir, plus un taux réduit sur les travaux de construction, là où on avait antérieurement de la TSS sur les travaux de construction et, le cas échéant, des taxes à l'importation sur les matériaux mis en œuvre. Et donc, on voit qu'on a là un levier important de baisse d'accès à la propriété, en tout cas pour la première acquisition, ce qui est un élément qui mérite d'être souligné, notamment au regard de l'objectif que j'évoquais en introduction de lutte contre la vie chère. On a également un taux réduit sur les travaux d'entretien du parc social, puisque les bailleurs sociaux étant des non-redevables de la taxe, puisque la location à usage d'habitation est exonérée sans faculté d'option. Si ce taux est supérieur, c'est une taxe qu'ils ne pourront pas déduire. Et donc, pour minimiser le coût pour eux, on rend ces travaux éligibles au taux réduit. On a également, je l'ai évoqué, les installations de panneaux photovoltaïques. Et puis, rattachées à l'immobilier, les prestations de maîtrise d'ouvrage déléguées pour le compte d'une collectivité non assujettie. Un exemple, une société locale qui exerce la maîtrise d'ouvrage déléguée pour le compte d'une collectivité et la construction d'un réseau de transport moderne
pourra facturer ses prestations à la collectivité au taux réduit. Celui qui a trouvé le nom de l'heureux élu peut déposer son bulletin dans l'urne à la sortie de la salle. Et puis on a en matière de TVA quelque chose d'assez original qui s'appelle le taux zéro. Donc ce taux zéro, vous ne le trouverez pas dans l'arrêté qui fixe la liste des taux. Vous le trouverez en lisant de manière combinée l'article 488 et l'article 502 qui prévoit les opérations qui ouvrent droit à déduction. Et donc là, on a des opérations qui sont à la fois exonérées, mais pour lesquelles la déduction en amont est possible. Et donc, comme je l'ai indiqué déjà de multiples reprises, mais c'est la pédagogie par la répétition, nous avons au premier rang de ces opérations-là le logement social, qui, encore une fois, est taxé à taux zéro. Et nous avons également la livraison de terrains à bâtir au primo-accédant. Donc, ces livraisons-là sont exonérées, mais celui qui les réalise peut déduire la taxe qu'il a supportée en amont sur les travaux d'aménagement, sur les travaux nécessaires à la production d'un terrain à bâtir. On a également ce taux zéro pour les livraisons de terrain à bâtir dans les zones d'aménagement concerté et également l'exonération dont je vais vous parler tout à l'heure pour les ODEP se double d'une possibilité de récupérer la taxe et donc constitue un taux zéro. Une fois qu'on a vu les taux, il faut savoir à quelle base ces taux vont se trouver à s'appliquer. Le principe, c'est que c'est le prix stipulé dans l'acte, mais en matière immobilière, vous savez que l'administration est extraordinairement méfiante et suspicieuse, j'ai envie de dire, puisque on a toujours, comme en matière de droit d'enregistrement, on a toujours accepté que les vendeurs d'immeubles fassent de très mauvaises affaires, mais que ces très mauvaises affaires n'aient pas d'impact sur le rendement budgétaire du territoire. Et donc, on a possibilité de substituer à cette valeur stipulée dans l'acte ce qu'on appelle la valeur vénale. Et donc, il y a des gens très compétents sur le territoire qui maîtrisent parfaitement ces process et sont capables de vous dire que tel immeuble vendu dans tel endroit ne doit pas être vendu 20 millions, mais 22,7 millions, puisque dans le périmètre, tous les immeubles de même nature se sont vendus à 22,7 millions. Et donc, une fois qu'ils sont capables d'établir ça, et on est capable, nous, d'en tirer des conséquences pour considérer que la base d'imposition à la TGC a été sous-évaluée de 2,7 millions dans l'exemple que je prenais délibérément. Donc ça, c'est lorsqu'on recourt à la valeur vénale en lieu et place de la valeur stipulée dans l'acte. On peut également avoir des cas de taxation sur la marge. C'est le cas des marchands de biens, j'ai déjà évoqué. C'est une situation dans laquelle un assujetti à la taxe qui achète et revend des immeubles prend l'engagement de revendre ce bien, bénéficie d'un régime spécifique en matière de droit d'enregistrement, un régime d'allègement. Et lorsqu'il est dans cette configuration-là et que l'acquisition du bien à l'origine n'a pas été soumise à la taxe, et bien lorsqu'il le revend, il est taxé sur sa marge. Et là, encore une fois, j'insiste, c'est une des évolutions qui est dans l'actualité. Il le revend sans exonération, mais avec une taxation de plein droit. Donc, il a perdu sa possibilité d'opter. Mais il a gagné le confort de pouvoir déduire la taxe dès l'origine de l'acquisition du bien. Et j'en finirai par la notion de fait générateur et d'exigibilité. En matière de livraison d'immeubles, il y a un fait générateur qui est celui de la date de l'acte à laquelle la mutation est réalisée. Quant à l'exigibilité, elle est scindée en deux modalités différentes. Thomas, il s'endort, il veut que tout le monde s'endorme aussi. Donc il y a deux modalités. Il y a donc au moment de l'acte, évidemment, ça c'est le cas général, mais ça marche pas quand on a des ventes en état futur d'achèvement, puisque l'acte il précède la remise des clés, et donc à ce moment-là, on considère que la taxe est due au fur et à mesure des versements qui sont réalisés dans le séquencement qui est organisé par le contrat. Et donc la taxe est perçue au fur et à mesure des versements. C'est également ce qu'on a prévu, et ça c'est une adaptation qui a été réalisée par la loi récente, pour les souscriptions et attributions de parts donnant droit à la jouissance d'un immeuble à construire. Donc c'est là la transposition de ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire les cessions de droits qui sont assimilées à l'immeuble sur lequel il porte. Voilà, je pense avoir été assez long. J'en ai fini. Je suis disposé à répondre à vos questions, en tout cas celles d'entre elles pour lesquelles j'aurai la réponse. Merci. Bonjour,
Dans le cadre d'une SCA, donc Société d'attribution civile, actuellement en construction, donc du coup qui est censée être fiscalement transparente, du coup je déduis pas de TGC. Si, vous allez déduire de la TGC. Enfin, la SCA est considérée comme assujettie, puisqu'en définitive, elle attribue des droits portant sur un immeuble qui doit faire l'objet d'une taxation. Donc, pour assurer la neutralité de ce mode d'acquisition d'immeubles par rapport à un mode classique, c'est juste ça que ça vise. Hein. Donc, la SCA va pouvoir déduire la taxe et va collecter la taxe qui sera due sur les apports réalisés par les différents associés qui ont vocation à la fin à récupérer leurs droits en attribution. D'accord, donc en fait, ce serait une seule déclaration? Parce que quand je discute avec les services fiscaux... ça ne sera pas une seule déclaration. Alors après, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a des modalités transitoires sur lesquelles j'ai déjà évoqué, mais pour les projets qui ont fait l'objet d'un permis de construire avant le 30 septembre, de fait, ils sont couverts par ces dispositions-là. Mais pour ceux qui seront initiés au-delà de la marche à blanc, il y aura matière effectivement à déclarer pendant toute la durée de la construction les montants versés et les augmentations de capital qui sont souscrites par les associés. Pour bien comprendre en fait, donc avant tout ce qu'on a fait là, avant le 30 septembre, donc on est pendant la marche à blanc, et donc après le 30 septembre, on continue avec les taux à marche à blanc? Non. À partir du moment, enfin, ce qui détermine le régime de votre opération, c'est la date d'obtention du permis de construire. Je comprends que si votre projet est lancé, c'est que le permis de construire a nécessairement été obtenu, sinon vous avez un problème. Ouais. Et donc vous êtes normalement couvert par le régime transitoire et vous bénéficiez de l'exonération. D'accord. Ouais, c'est un peu complexe. Hein. Pardon ? C'est un peu complexe tout ça. Hein. Bah, dans votre situation, ça l'est pas vraiment en fait. Ouais. Voilà, vous n'avez pas à payer de TGC, mais par contre vous allez supporter la TGC sur les travaux de construction auxquels la SCA recourt nécessairement, puisque elle fait nécessairement appel à des tiers pour construire l'immeuble. D'accord. Ok. Et pour les immeubles donc où on a eu le permis de construire après le 1er avril, donc là après vraiment, le 1er octobre de fait, désormais 1er octobre 2018. Ouais. Mais donc du coup là, vu qu'on est toujours en marche à blanc. Non, après le 1er octobre 2018, on n'est pas en marche à blanc, on tire à balles réelles maintenant. C'est plus à blanc, c'est fini. Ouais, non, on a fait toutes les sommations possibles. En fait, je crois que j'ai mal compris certaines choses. C'est possible, j'ai du mal à m'exprimer, je suis fatigué ce soir. En fait, moi, ce que j'ai compris, c'est que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, avant le 1er octobre 2018, ce qui continuera après, on continue avec... Moi, je comprends ce que j'ai compris, hein, c'est qu'on continue avec les taux de la marche à blanc. Enfin... Alors, est-ce que vous posez une question sans la poser, en fait, c'est qu'est-ce qu'il advient du fait de cette... Alors, je vais mettre les pieds dans le plat, mais qu'est-ce qu'il advient du fait de cette exonération a posteriori des projets qui ont été initiés pendant la marche à blanc et qui ont fait l'objet d'une taxation à taux marginal? C'est ça votre question, en fait. Ouais. Je ne vous remercie pas de ne l'avoir pas posé. Mais en vérité, il y a un principe assez simple en matière de TVA. Généralement, c'est que tout ce qui a été payé est dû et facturé est dû. Voilà. Ça, c'est un principe très simple, pour la bonne et simple raison que si c'est facturé à des gens qui ont la possibilité de le déduire, ils ont pu le déduire. J'évoquais tout à l'heure un droit à l'erreur que nous revendiquons, au même titre que les opérateurs ont revendiqué le droit à l'erreur pendant la marche à blanc. Moi, je suis d'avis qu'on pourrait en rester au statu quo et donc effectivement solder les opérations comme elles ont été commencées. Maintenant, si on veut rentrer dans un processus de restitution des taxes qui ont été indûment collectées, puisque exonérées a posteriori, on doit pouvoir le faire, mais ça implique des complexités qui, à mon sens, dépassent largement l'enjeu budgétaire associé à ces questions. Je m'explique. Si on doit restituer la taxe, ça implique de restituer à celui qui l'a payé, mais ça implique également que lorsqu'il y a une mutation, alors c'est pas nécessairement le cas lorsqu'il y a des... quand il y a une mutation, il y a des droits d'enregistrement qui ont été payés sur une valeur incluant la TGC. Et de fait, ça impliquerait de modifier la valeur sur laquelle a été assise les droits d'enregistrement. Et c'est pour ça qu'à mon sens, c'est quand même quelque chose de très compliqué pour des enjeux qui sont somme toute assez dérisoires, puisqu'on est là sur des taux marginaux qui, comme chacun sait, en matière immobilière, doivent s'élever pour l'essentiel à 0,35 ou à 0,25.
D'accord. Voilà. Et dernière petite question, en VFA, donc quand on reçoit les versements suivant les achèvements, donc du coup on doit déclarer et payer cette TGC. Donc du coup on déclare véritablement le chiffre d'affaires sur sur l'appel de fonds uniquement. Mais le chiffre d'affaires on le passe une fois qu'il y a eu la remise des clés. Donc du coup il n'y a pas un problème à un moment donné avec les services fiscaux pour... Vous avez plusieurs échéances auxquelles l'exhibité de la taxe intervient. Et c'est à chacune de ces échéances que vous devez déclarer la taxe. Ouais, ok, ouais, c'est bien. Je ne pense pas qu'il y ait de problème avec les services fiscaux. Enfin, en tout cas, Non, pas, c'est pas juste là. parce que comme je me pose la question que, en fait, quand c'est de la VFA, on passe le chiffre d'affaires total une fois qu'on a tout vendu, qu'on a fait la remise des clés, la réception et tout ça, et qu'en fait, on déclare en amont un chiffre d'affaires qu'au final, qu'on n'a pas dans notre comptabilité, on n'a pas dans les comptes 7. C'est juste ça. Après, c'est des questions... Ouais, en tout cas, alors je sais pas, je connais pas les modalités de comptabilisation de la VFA. Ça m'étonne un peu ce que vous me dites, mais en tout cas en matière de TGC, il y a un fait générateur qui a la date de signature de l'acte. Oui. Donc l'acte, il est derrière nous nécessairement quand on commence à encaisser les sommes au fur et à mesure de la construction. Et de fait, il y a au moment de l'encaissement de ces sommes une exigibilité de la taxe. Donc il y a nécessairement, en tout cas du point de vue de la TGC, une taxe à payer. Maintenant, je suis assez étonné que le produit soit constaté qu'a posteriori. Le problème aussi, c'est que suivant les personnes avec qui on peut discuter à la CCI ou aux services fiscaux, par exemple, sur une opération qui est censée être exonérée pour un permis de construire qu'on a eu avant le 1er avril 2017. Donc, on nous a dit à la base que la TGC n'était pas déductible. Ah ben oui, ça c'est Ouais. un fait, ça Ouais, c'est et sûr. après, quelqu'un d'autre aux services fiscaux m'a dit que c'était déductible. Ah, il faut que vous me donniez le nom, il va y avoir des sanctions sévères. Ouais, mais du coup, C'était pas on moi, ne sait moi. plus quoi faire, quoi, à un moment donné. Moi, je trouve que c'est pas. Je me mets à votre assez place, ça clair, va être quoi. compliqué, ouais. Ouais. Je Ouais, préfère c'est être ça. à la mienne, là, je vous assure. Parce que du coup, vu que la personne que j'ai eue aux services fiscaux m'a dit ah oui, oui, vous pouvez déduire, du coup, moi j'ai déduit. Mais du coup, ça veut dire que si un jour j'ai un contrôle, cette TGC, il va falloir que je la rende. Ah, il y a des chances, oui. Ouais. Non, non, mais enfin, blague à part, c'est assez. Enfin, bon, après, voilà, encore une fois, je le répète, on était dans une marche à blanc où vous avez eu droit à l'erreur et où on revendique le nôtre aussi. Donc voilà, on s'est formé, on a beaucoup travaillé et il peut y avoir eu des erreurs, oui, c'est possible. Mais en tout état de cause, la bonne réponse, c'est que quand on est exonéré, sauf dans certaines hypothèses très particulières dont je parlais tout à l'heure, en taux zéro, normalement, on ne peut pas déduire la taxe. D'accord. Ouais. Ok. Donc je vais régulariser tout ça. Merci. C'est une bonne idée. Je vous y encourage. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais revenir sur l'aspect location. Si Ouais. on peut éclaircir un petit point, les locations nues à usage professionnel sont taxables. C'est ça. Est-ce qu'elles seront taxables à compter du 1er octobre? Oui. Oui. Alors, pour l'heure, nous avions une taxation qui s'opérait sur des locaux professionnels et commerciaux qui étaient équipés, au même titre que les parkings. D'accord. Aujourd'hui, on a énormément de locations de locaux nus à usage professionnel et ou commercial non taxés. Vous confirmez qu'elles vont l'être à partir du 1er octobre? Oui. Donc le preneur, quel qu'il soit, Oui. va donc avoir une augmentation de son loyer taxé compris à hauteur de 6%. C'est ça. Je confirme. Alors après, vous n'êtes pas nécessairement obligé de répercuter comme ça. Enfin, vous pouvez prévoir des avenants, mais on est dans la sphère professionnelle, comme vous l'indiquez, et de fait, vous avez normalement plus affaire à des opérateurs qui sont assujettis, qui ont la possibilité de déduire la taxe. Et donc, ça milite pour... si vous voulez, il y avait le choix entre l'exonération pour tout le monde et la taxation pour tout le monde, puisqu'on ne savait plus gérer l'option et la coexistence des deux. C'est extraordinairement complexe, nous avons fait savoir, et je ne demande qu'à le croire. Donc voilà, on avait la solution entre ne pas taxer et taxer tout.
sachant qu'on est sur des immeubles à usage professionnel, on a pris le parti de tout taxer, puisque c'est là qu'on a le plus de chances d'accéder à la neutralité de l'impôt, en fait. Donc, c'est le parti qui a été pris. Et donc, oui, vous devez taxer à partir du 1er octobre 2018 les locations qui, jusqu'à présent, pouvaient être exonérées. Il va y avoir un peu de communication par voie publique là-dessus? Voilà, je suis là devant vous et je communique. Merci Lionel, merci. Non mais blague à part, parce que certains vont être relativement surpris. Dans la mesure du possible, oui. Alors après, enfin, c'est effectivement difficile d'anticiper ce genre de choses, puisque les poches qui se creusent sous mes yeux en témoignent. Tout ceci s'est finalisé un peu en urgence. Les derniers arbitrages ont été rendus assez tard. Vous avez suivi tous le psychodrame de l'entrée en vigueur de l'impôt, 1er octobre, 1er juillet, 1er janvier, 1er juillet de l'année d'après. Enfin, voilà, il y a eu beaucoup d'hypothèses qui ont été émises. Et quand la décision finale a été prise, que ce soit le 1er octobre, il a fallu faire un peu vite pour boucler tous les textes. Et c'est vrai qu'on a pu effectivement... ça a été plus difficile de communiquer sur ces aspects-là, j'en conviens. Dans les semaines qui restent, et un peu au-delà du 1er octobre, on va s'y employer, autant qu'il est possible. Voilà, cette rencontre ce soir participe de cette communication. Elle n'est pas parfaite, mais il y aura d'autres leviers. Merci. Juste pour rebondir sur le côté professionnel, et en termes de communication, il faudrait également préciser que ça couvre tout ce qui est commercial, stockage, parce que le mot professionnel ne veut pas dire grand-chose. Donc les clients, ils vont forcément botter en touche en disant, moi, j'ai pas un bail professionnel, j'ai un bail commercial. Donc ils vont tous botter en touche, parce que se prendre 6% d'augmentation du loyer, c'est juste insoutenable. Déjà le BT 21 à 1%, ils nous demandent tous de baisser ou de surseoir à l'augmentation. C'est vrai que là 6%, ça va juste être insoutenable, quoi. Alors encore une fois, je répète, 6% dans une relation B2B avec la possibilité de déduire pour le preneur la plupart du temps et la possibilité pour le loueur de déduire la taxe qu'il aura supportée sur ses dépenses d'entretien, de rénovation et autres dépenses grevées de taxes qu'il aurait pu, à défaut d'opter, supporter de manière définitive et répercuter dans ses loyers non soumis à la taxe sous forme de taxe cachée. Mais voilà, c'est aussi ça qui justifie cette mesure. Et pour ce qui est de la demande de précision, elle est tout à fait légitime. Et effectivement, il faudra qu'on précise ces aspects-là. Effectivement, à usage professionnel, c'est assez large. Hein, je suis d'accord avec vous. L'entrepôt de stockage, le local commercial sont des locaux à usage professionnel, assurément. Oui. Oui, une question juste pratique. Dans le cadre des permis de construire ou lotir obtenus avant le 30 septembre, quels sont les éléments de preuve que les promoteurs ou lotisseurs doivent fournir à leurs entreprises de construction pour qu'ils ne soient pas facturés avec la taxe? Le permis de construire et l'attestation qu'on a publiée sur... je crois qu'il y a une attestation sur le site de la DSF, je crois. Une attestation, d'accord. Okay. Ouais. Bon, bien. Alors, qui va vraisemblablement être mise à jour, mais qui avait été prévue pour justement communiquer aux opérateurs. Alors, sachant que... Non, mais en plus, je suis en train de vous répondre n'importe quoi, là. Il n'y a pas besoin d'attestation, puisque c'est justement l'équilibre économique de l'opération, c'est que la livraison va être effectivement exonérée, mais les travaux, eux, les travaux de construction fournis par des tiers, sont taxés. Et sont taxés à 6% à partir du 1er octobre. Là où ils étaient taxés aujourd'hui à 5,35 vraisemblablement, avec un pouillème de taxes à l'importation dans les matériaux qui permet d'arriver à 6, quoi. Et donc, il n'y a pas d'exonération des travaux en amont. Là où il peut y avoir une question d'exonération de travaux en amont, c'est, comme on l'a vu, dans les zones d'aménagement concertées, dans les ODEP, pour lesquelles, effectivement, on exonère les opérations en amont pour éviter les portages de trésorerie par ces opérateurs-là. Mais dans le schéma classique du régime transitoire, le promoteur est exonéré au moment où il va vendre l'immeuble, mais il va supporter, à partir du 1er octobre, des travaux de construction à 6%, là où il supportait antérieurement des travaux de construction avec de la TSS et de la taxe à taux marginal. Donc TGC non déductible, c'est ça? TGC non déductible, nécessairement, ouais. Mais, encore une fois, la charge fiscale qui pesait sur lui aujourd'hui est assez équivalente, puisqu'en définitive, c'était TSS plus taux marginal, plus taxe à l'importation dans les matériaux.
Bonsoir, je reviens sur les locations où donc, Ça marche toujours pas, mais je vous entends. Ça marche? Ah bon, autant pour moi. Oui, donc je reviens sur sur les locations qui sont donc soumises à TGC. Au niveau des provisions sur charge, elles le sont aussi? Alors là, je dois vous avouer qu'à cette heure, je suis incapable de répondre à cette question. Il y a des régularisations qui s'opèrent après. Tout à fait. Donc en fait, vous allez percevoir une avance. Oui. Normalement, oui, je pense, oui. Oui, ça doit l'être. Puis après, ça se régularise. Non, ça l'est pas. Non, ça l'est pas. Non, mais enfin, il y a de la littérature sur le sujet. Là, je ne veux pas vous répondre de bêtises. Manifestement, j'en ai dit une en plus, donc je vais arrêter là. Ouais. Parce que généralement, les provisions, elles sont prises pour faire face aux charges qui sont à reporter sur le locataire. Oui. Et après, elles sont régularisées s'il a trop payé ou on doit une régularisation s'il n'a pas assez payé. Oui. Mais ce qu'il paye, c'est bien un service, normalement. Bon. Donc soumis à TGC. Ah, c'est pas un service, les charges? Ah bon. Bah oui, mais Ça constitue une charge. L'eau, l'électricité, s'il le payait lui-même, ça serait une TGC déductible de toute façon. Oui. Donc souvent, ce qu'on fait, ça veut dire qu'elle a été collectée quelque part. Donc exactement. Là, ou alors vous faites une reddition de compte à l'euro, enfin au franc le franc avec des valeurs TTC à ce moment-là. Là, vous êtes dans un cas d'intermédiation transparente en quelque sorte. D'accord. Et je sais qu'il y a des règles spécifiques. Il y a plusieurs configurations. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais il faudra. Oui, ok, d'accord. Je note la question. Il faudra qu'on réponde à ça. Elles sont déjà taxées. Ouais. Oui, mais ça dépend. Encore une fois, si vous êtes de manière transparente, effectivement, vous allez refacturer au franc le franc avec la TGC. D'accord. Et après, il y a des modalités d'intervention qui parfois sont des modalités opaques, qui vous fait, d'une certaine manière, acheteur-revendeur d'électricité, d'eau et de ça. Et dans cette hypothèse-là, effectivement, c'est taxé. Et donc, je comprends que vous êtes dans un schéma de transparence. Et donc, si vous êtes dans un schéma de transparence, normalement, effectivement, il n'y a pas de taxation en tant que telle, puisque c'est pas vous qui fournissez les services. Vous ne faites que... C'est des débouts, en fait. Vous ne faites que... D'accord, ok. Excusez-moi, j'avais mal compris la question. Mais donc, si c'est effectivement cette configuration-là, vous allez refacturer au franc le franc avec de la TGC, les montants correspondant en fonction des millièmes de propriété de chacun des lots. Désolé de cette confusion. Merci. Juste, j'aimerais avoir une confirmation de l'exonération de TGC pour les locations de meublés et para-hôtelière. Alors, para-hôtelière, pour moi, je ne sais pas trop ce que ça couvre. Alors, c'est sauf location para-hôtelière. Ok, donc là, du coup, à partir de quel moment on passe en para-hôtelière? Alors, on passe en location para-hôtelière lorsqu'on produit des services para-hôteliers. Ouais. Mais non, mais ça, c'est pour la blague. Après, les services para-hôteliers, c'est la fourniture du petit déjeuner, c'est la fourniture du linge de maison, c'est le ménage régulier des locaux et c'est l'accueil personnalisé. En gros, si vous avez un gîte, vous faites de l'exploitation para-hôtelière et vous êtes soumis à la taxe. D'accord ? Maintenant, si vous êtes un particulier, je vais mettre les pieds dans le plat, qui loue sur Airbnb, il y a peu de chances que vous fournissiez tous ces services-là. Et donc, vous restez exonéré. Mais il va y avoir d'autres dispositions qui vont cibler spécifiquement ces opérations-là, de manière à éviter... Du coup, une personne qui loue son meublé, a priori, ça paraît assez fréquent. Une personne qui serait sujette à avoir 2, 3, 4 meublés, du coup, elle est soumise normalement à une patente hôtelière. Donc là, dans ce cadre-là, ça serait intégré automatiquement en TGC. Si elle fournit les services para-hôteliers, oui. Maintenant, encore une fois... non, si que en meublé sans ce service-là. Alors après, en matière d'impôt direct, là, il y a une conséquence importante, puisque c'est une activité de bénéfice industriel et commercial. Mais si c'est de la location meublée, encore une fois, sans les services para-hôteliers, c'est exonéré de TGC. Ok, merci. Bonsoir. Donc ma question porte sur les locations de locaux professionnels et commerciaux. Dans le cas d'une SCI transparente pour laquelle on n'a pas fait la demande d'option à la TGC, les loyers seront d'office soumis ou pas? Oui. Oui. C'est une blague? Ah non, je ne suis pas là pour rigoler, moi. C'est pas une blague du tout. C'est pas une blague du tout. Et
est-ce qu'on a l'obligation de faire la demande de l'option? Non, non, C'est il n'y a plus d'office, d'option ça. en fait. Il y On a a plus supprimé d'option. l'option, donc c'est une taxation de plein droit. On va pas terminer sur une question comme ça. Qui a une question rigolote? Plus de questions? Ah. Un, deux. Oui, bonsoir. Moi, je voulais juste savoir par rapport à ce que vous nous avez exposé en PDF, quand est-ce qu'on pourrait avoir à disposition sur votre site pour pouvoir après... Pardon, ce qui... votre, la présentation? oui. Hein. Alors, c'est pas sur le mien, c'est sur le site de la CCI que ça sera. Normalement, dès le lendemain. D'accord. Là-haut, c'est ça? Et donc, vous nous aviez aussi informé que pour la liste des modifications, je crois, qui est en train d'être revue par rapport aux exceptions, etc. Oui. Et vous pensez qu'on pourrait l'avoir quand? Alors, ça, c'est dans le texte de la loi du pays qui fait les aménagements de la taxe et dont la promulgation est attendue ou plutôt vendredi. D'accord. Parce que le délai de seconde délibération arrive à échéance jeudi soir. Et donc, vendredi, a priori, on peut promulguer ce texte et publier dans la foulée. D'accord. Je vous remercie. Je me rends compte qu'il y a un sujet que je n'ai pas évoqué, et je comprends pas, parce qu'il y avait une slide qui en parlait, et il n'y a pas de question sur le sujet, j'en suis étonné, c'est celui de l'exclusion du droit de déduction sur les biens importés concurrents des productions locales. Il faut savoir que c'est quelque chose qui a vocation à s'appliquer dans la sphère immobilière, et notamment dans la sphère immobilière, puisqu'on l'a vu dans la matière de travaux immobiliers, il y a l'application d'un taux réduit, enfin d'un taux spécifique. Et nécessairement, lorsque le prestataire de travaux immobiliers aura arbitré entre un bien importé avec un taux supérieur et un bien local comparable avec un taux réduit, s'il n'y a pas cette exclusion du droit de déduction, il va arbitrer sur la base du prix hors taxe de l'un et de l'autre, puisqu'il peut déduire la taxe, et que donc le taux réduit, en fait, le taux réduit appliqué au produit local est d'une certaine façon inopérant à restaurer l'avantage compétitif pour les produits locaux, et donc ça banalise le produit local. Et donc, dans cette hypothèse-là, si le bien figure sur la liste qui sera adressée par arrêté, dont je n'ai pas encore la teneur, l'acquéreur de ce bien et qui le met en œuvre dans un travail immobilier ne pourra pas déduire la taxe sur le produit importé. Et donc, ce produit importé va se trouver renchéri du montant de la TGC à l'importation, ce qui maintiendra l'avantage compétitif par rapport au produit local. Donc voilà, c'est quelque chose qui a vocation, qui s'applique de manière transversale à partir du 1er octobre prochain, mais qui initialement, pour ne rien vous cacher, avait été envisagé de manière spécifique dans le domaine de l'immobilier pour tenir compte justement de cette disparité de taux à l'entrée et à la sortie, puisque les taux de travaux immobiliers, c'est 6%. Donc voilà, je pense avoir été complet. J'avais fait cet oubli, j'en suis désolé. Bientôt. Bien, si vous n'avez plus de questions, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention et à vous souhaiter une bonne soirée. Au revoir.